pseudo-féminisme déguisé. Honte à elle de contribuer à ce processus de déshumanisation ignoble. Cet antisémitisme féministe qui banalise sale juive est une ignominie. Je pense bien entendu ce soir à Hamid Soussana, ancienne otage du Hamas, qui a trouvé la force de s'exprimer sur les actes infâmes qu'elle a subis durant sa captivité. Des millions d'individus à travers le monde marchent aux côtés de l'innommable depuis ces derniers mois. Et leur haine abjecte et inculte trône sur les trottoirs des cités et des salles d'université à notre rencontre. Ceux et celles qui ont été secourus et sauvés parmi les nôtres de tout temps l'ont toujours été par ceux que l'on nomme les justes. C'est encore une fois à ces justes que ces mots s'adressent. Il est indispensable que leur voix, que leurs actes se joignent aux nôtres contre cette haine déversée et le peu de mobilisation auquel nous sommes confrontés. Aujourd'hui, encore et encore, nous devons rester debout, puissants, pour ces femmes et pour les otages. Nous implorons un front alimenté d'union, un soutien national et international. La situation à laquelle sont confrontés ces femmes et ces hommes n'est pas un fait divers. C'est le fruit de forces obscurantistes et barbares qui ont décidé qu'ils mettraient notre civilisation à genoux. Le terrorisme ne se rattache à aucun projet et n'a aucun avenir. Les vies civiles sont innocentes de part et d'autre, mais ne pas nous soutenir, c'est tomber dans le piège du mal à son paroxysme. Depuis le 7 octobre, chaque otage existe en nous et nous avons décidé, collectivement, qu'il n'y aurait ni fatalité, ni invisibilisation. Nous sommes peu, mais bien en marche. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir à nos côtés Émilie Fraiche. Bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, je voudrais remercier très chaleureusement le collectif 7 octobre de m'offrir ce soir l'espace de parole qui m'a été confisqué par Amnesty International sous la pression d'un ou de plusieurs artistes qui ont demandé à ce que je sois exclue d'une soirée qui devait avoir lieu en mars dernier au Théâtre du Châtelet et qui s'intitulait « We are Civilians ». L'objet de cet événement artistique était de se mobiliser pour toutes les victimes du conflit israélo-palestinien, quel que soit le point de vue des invités sur cette guerre. Et c'est précisément cette diversité qui m'avait séduite dans cette invitation d'Amnesty, car la pluralité des opinions est au fondement même de la démocratie. Elle permet de penser contre soi-même, de préciser ou de nuancer son jugement, voire même d'en changer. Elle exige aussi le respect et la tolérance, deux valeurs sans lesquelles nous ne pouvons faire société. Et puis, on ne fait pas la paix avec ses amis. Aussi, en tant qu'artiste, je trouvais que de se tenir ensemble pour les civils, au-delà de nos divergences, était un signal fort envoyé à tous ceux qui ajoutent de la violence à la violence. Un signal qui disait tout simplement « nous pouvons nous parler ». J'avais écrit un texte sur une des otages du Hamas. Mais voilà, une personne au moins à l'affiche de cette soirée n'a pas voulu de moi, il n'y a donc pas eu de soirée, et le texte est resté dans mon tiroir. Cette ou ces personnes n'ont pas voulu de moi, car j'avais écrit dans un tweet que je refusais d'employer le terme de génocide pour qualifier ce qu'il se passe aujourd'hui à Gaza. Oui, je réfute ce terme, car comme toute notion juridique, le crime de génocide doit être caractérisé par des éléments bien précis pour être avéré. Or, selon la Convention des Nations Unies de 1948, un génocide est caractérisé quand il y a une volonté planifiée par un État de détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. À l'élément matériel doit donc obligatoirement s'ajouter un élément intentionnel qui a existé dans la destruction des Arméniens, des Juifs et des Tutsis, mais qui, selon l'ordonnance du 26 janvier 2024 de la Cour internationale de justice, qui a eu à se prononcer sur la question,
n'est pas établi à l'encontre des Palestiniens, tout simplement parce qu'Israël n'avait pas planifié son intervention dans la bande de Gaza, dont elle s'était retirée depuis 2005. Israël n'a fait que répondre à une attaque sans précédent sur son territoire, à un pogrom qui a fait près de 1500 morts, à peu près 250 otages et des milliers de blessés. On peut penser que la réponse militaire israélienne est disproportionnée. On peut réclamer le cessez-le-feu immédiat en même temps que la libération des otages. On peut appeler au renversement d'un gouvernement d'extrême droite qui a violé le droit international en multipliant les colonies en Cisjordanie et qui n'a pas réussi à protéger les Israéliens sur leur propre territoire. On peut penser, comme dans toute guerre, que Tsahal a commis des crimes qu'il appartiendra à la justice internationale de déterminer. Mais utiliser le mot de génocide, c'est faire le jeu de cette organisation terroriste qu'est le Hamas et qui ne vaut pas mieux que Daesh. Utiliser le mot de génocide, c'est accuser Israël du pire crime qui soit. C'est le mettre au banc des nations dans le seul but de le délégitimer et, in fine, remettre son existence en question, voire pire, appeler à sa destruction, ce que font tous ceux qui chantent sans le savoir le slogan « Free Palestine, from the river to the sea ». Alors pour le coup, là oui, il y aurait un génocide, un deuxième génocide qui viserait à supprimer les Juifs de la surface de la Terre. Que Jean-Luc Mélenchon, 3 fois candidat à l'élection présidentielle, qui a capitalisé près de 8 millions de voix en 2022, fasse fi du droit international et choisisse d'utiliser le terme de génocide pour qualifier ce qu'il se passe à Gaza lors d'un meeting à Rion vendredi dernier, dans cette ville même où le juif Léon Blum et à travers lui la République ont été accusés par Pétain en février 1942 d'être les responsables du désastre de la France, doit être regardé comme le signe d'une dialectique qui a certes muté, mais dont la logique demeure inchangée, désigner un responsable à tous les maux que nous vivons. L'antisémitisme est un gène mutant, il s'adapte à chaque époque. Aussi, à la haine d'un peuple, s'est substituée la haine d'un État. Et si ce n'est peut-être plus au cri d'à mort les Juifs, quoique, mais à celui d'abat les sionistes que rassemblements et mobilisations s'organisent aujourd'hui partout dans le monde, le résultat est le même. Des étudiants, des femmes ou des artistes comme moi, en France, se voient mis au banc du groupe, privés d'amphi, de soirées, de manifestations, de liberté d'opinion et d'expression. Des citoyens français de confession juive sont livrés à la vindicte populaire par des députés de la nation et se retrouvent menacés de mort, obligés de vivre sous protection policière. Quand j'étais jeune adolescente, une question m'obsédait alors que j'écoutais ma grand-mère me raconter ce qu'elle avait vécu. Le port de l'étoile jaune, la dénonciation de son père, son emprisonnement à Drancy puis Pithiviers et sa déportation à Auschwitz où il sera assassiné à l'âge de 56 ans. Comment cela a été possible? Comment cela est arrivé? Avant qu'on vous foute dans des trains, il y a bien eu des signes, non? Des manifestations de haine, des discours violents, des boycotts. Oui, sans doute,